Marc-Léonard Pasteur, théologien, historien, universitaire, ancien doyen de la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg, a été président du directoire de l'Église de la Confession d'Augsbourg d'Alsace-Lorraine, luthérienne, et auteur de très nombreux ouvrages, vraiment une liste impressionnante d'ouvrages sur énormément de sujets, souvent très pointus. Et il a notamment dirigé, j'en cite un, comme je l'ai fait pour Monseigneur Doré, c'est l'édition des œuvres de Luther dans 2 volumes dans la Pléiade. Et il est membre, je tiens aussi à le souligner, parce que je sais qu'il y a de nombreux représentants de cette académie ici, il est membre correspondant de l'Académie de Montpellier. Voilà. Donc, il me dit qu'il reçoit régulièrement les informations et il est membre depuis un certain nombre d'années. Donc on voit aussi, ça a été d'ailleurs évoqué tout à l'heure avec nos prix Nobel, les connexions nombreuses d'académie à l'autre, de membres d'honneur, etc. Et je pense que c'est important de multiplier ces échanges, on en parlait, le côté interacadémique est évidemment fondamental. Donc voilà les éléments d'un décor planté. Bien, on m'a demandé de parler du protestantisme en Alsace. Et je parlerai aussi, en passant, de la laïcité dont il a été question. L'Alsace est la région française où la proportion de chrétiens protestants est la plus forte, 17% de la population. Introduit en Alsace au XVIe siècle, où il a touché un tiers de la région, le protestantisme a pu se maintenir grâce au traité de Westphalie de 1648, signé aussi par la France. Reconnaissant les cultes luthériens réformés, ces traités empêchaient le roi de France, Louis XIV, d'appliquer à l'Alsace, comme dans le reste du royaume, la suppression du culte protestant. Au XVIe siècle, Strasbourg, haut lieu de l'imprimerie depuis que Gutenberg y avait séjourné, avait reçu et repris le message de Luther diffusé par l'écrit. Mais il y eut aussi, plus largement, l'action de quelques prédicateurs, dont en particulier l'ancien dominicain Martin Bucer, qui fut véritablement le réformateur alsacien. Et avant l'écuménisme du XXe siècle, ce dernier fut un fanatique de l'unité, comme on disait déjà de lui au XVIe siècle. Désolé, comme il était, que le message évangélique n'ait pas été reçu par toute l'Église et luttant pour retrouver la communion perdue. Les grands thèmes de ce message sont bien connus et déterminent jusqu'à nos jours l'enseignement des églises protestantes. Je citerai la justification par la foi, l'autorité de la Bible, le sacerdoce de tous les croyants. Les dialogues écuméniques du XXe siècle ont montré que d'autres églises ont pu acquiescer à ces thèmes, du moins pour l'essentiel, d'autant plus que la filiation protestante avec l'Église ancienne, l'Église des Pères, mais aussi avec les mouvements mystiques du Moyen Âge, est perçue aujourd'hui plus fortement qu'autrefois. Mais la percée du protestantisme au XVIe siècle n'est pas seulement une affaire de doctrine, elle concerne aussi les institutions et les mentalités. Des pasteurs mariés sont mis en place en attendant les femmes pasteurs du XXe siècle. Les cultes sont célébrés dans la langue du peuple, l'Assemblée y participe par le chant. Je vous rappelle le fameux mot de Michelet, « Luther parut et toute la terre chanta ». C'est un peu romantique et historique, mais enfin bon. La prédication devient centrale sans que pour autant les deux sacrements reconnus par Luther, le baptême et la Sainte Seine, soient négligés. Et un nouveau rapport avec les autorités civiles s'établit et celle-ci joue un grand rôle dans l'adhésion à la réforme et dans l'organisation des églises. Le cadre de la vie religieuse des protestants quasiment jusqu'à nos jours est la paroisse. Les monastères se vident
pour renaître seulement au XIXe et au XXe siècle, avec l'apparition des diaconesses ou de communautés telles que Thésée, Pomérol et d'autres encore. Le lien avec la papauté était rompu au XVIe siècle. L'autorité en matière doctrinale s'exerce au sein de synodes et, dans l'espace luthérien, par des inspecteurs ecclésiastiques qui sont des sortes de mini-évêques. Si par la suite, et pour l'essentiel, les églises protestantes sont restées fidèles au message de Luther et à l'organisation de l'Église mise en place au XVIe siècle, divers courants théologiques ont pourtant infléchi la filiation par rapport à la Réforme. Il faudrait parler des réveils du XVIIe siècle, puis du XIXe siècle, qui insistent sur la piété personnelle, mais aussi sur les petits groupes et sur l'engagement social, aux dépens quelquefois de l'attachement aux doctrines. Et le rationalisme des Lumières, suivi par le libéralisme du XIXe siècle, a quelquefois dilué le message en le réduisant à une morale ou en l'adaptant aux exigences de la raison. Quelques personnalités remarquables ont marqué, jalonné l'histoire du protestantisme alsacien. À côté de Bucer, il faut citer l'humaniste Jean Sturm, qui, avec l'homme politique Jacques Sturm, a créé et animé au XVIe siècle la Haute École de Strasbourg, où Calvin enseigne pendant 3 ans. Et cette Haute École va devenir, en 1621, on en a déjà parlé tout à l'heure, l'Université protestante de Strasbourg jusqu'au XIXe siècle, illustrée par de nombreux savants, théologiens, philosophes, historiens, botanistes, médecins et j'en passe. Et au XVIIe siècle, c'est un Alsacien de Ribeauvillé qui s'appelle Philippe Jacques Spener qui initia le réveil piétiste allemand. Et au XVIIIe siècle émerge Jean-Frédéric Oberlin, un pasteur qui se qualifiait de catholique évangélique. Il crée les premières écoles maternelles, introduit de nouvelles cultures, améliore l'habitat et les voies de communication de cette région un peu perdue qu'on appelle le banc de la Roche. Plus près de nous, et nous voilà de nouveau chez un prix Nobel de la paix, l'Alsacien le plus célèbre du XXe siècle est le théologien protestant, médecin et philosophe Albert Schweitzer. Célèbre par son engagement médical en Afrique, ses concerts et ses travaux musicologiques et théologiques. Il faudrait citer quelques femmes, j'en citerai au moins une, qui était Suzanne de Dietrich au XXe siècle, bibliste et pionnière de l'écuménisme. Des valeurs et des mentalités émergent, présentes du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Place faite à l'éducation, y compris pour les filles, et en particulier dans les lycées, apprentissage des langues anciennes, y compris l'hébreu, pas seulement le grec et le latin. Dès leur plus jeune âge, les jeunes enfants sont familiarisés avec la Bible, ils apprennent à bien s'exprimer et à chanter. L'enseignement respecte l'autonomie des matières dites profanes, telles que les sciences et les mathématiques, par rapport à la Bible et à la foi. Soulignons en second lieu l'attention portée à l'individu, à sa foi personnelle. Luther disait « Personne ne peut croire à ma place comme personne ne peut mourir à ma place ». Et personnellement aussi l'engagement. Encore Luther, un chrétien qui vit dans la foi n'a pas besoin qu'on lui enseigne les bonnes œuvres. Et en troisième lieu, il y a ce qu'on appelle avec Max Weber l'ascétisme intramondain. Les efforts du croyant ne visent plus l'acquisition du salut éternel donné à la foi par pure grâce, mais le croyant s'investit de tout son être dans sa profession.
Il y a un lien entre Beruf et Berufung dans la terminologie allemande, vocation au service du prochain. C'est sur cette base qu'il faut évoquer la part prise par les protestants dans la vie culturelle et historique et politique de l'Alsace au cours des siècles. Jusqu'à nos jours, ils participent activement à la vie culturelle dans tous les domaines littéraires, artistiques, davantage dans la musique que dans les arts plastiques. On compte beaucoup d'écrivains et de publicistes protestants s'exprimant jusqu'au XXe siècle en alsacien, en allemand et bien sûr en français. Il faudrait parler en second lieu de la part prise par les protestants d'Alsace à l'industrialisation dans des villes comme Mulhouse, Bischwiller, Sainte-Marie-aux-Mines et ailleurs, comme l'indique par exemple le nom de Dietrich. En ce qui concerne l'engagement politique, la lignée va de Jacques Sturm au XVIe siècle à Daniel Höffel et Catherine Trautmann au XXe siècle. À côté de cet engagement, il faut rappeler la création tout au long du XIXe siècle de quelques 80 œuvres diaconales au service des orphelins, des pauvres, des handicapés et des personnes âgées et d'autres, sans oublier l'essor des mouvements de jeunesse, Union chrétienne des jeunes gens, éclaireurs et bien d'autres, et sans oublier aussi l'engagement missionnaire au-delà des frontières. Aujourd'hui, les églises protestantes d'Alsace sont confrontées à 3 défis. Premier défi, comment vivre la diversité qui caractérise ces églises. À côté de l'église luthérienne et réformée, rassemblant quelques 230 000 fidèles, il y a des communautés évangéliques libres sans lien avec l'État, telles que les ménonites, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes et d'autres, plus conservatrices dans la doctrine et dans leur éthique, mais plus confessantes. Et il y a un troisième type d'église, les communautés ethniques, où les fidèles se regroupent selon leur origine africaine ou autre. En 2006, les églises luthériennes et réformées se sont unies en Alsace dans une union d'églises, mais la question se pose à toutes les communautés protestantes. Comment éviter le sectarisme et comment faire apparaître, malgré les différences, une communion dans la foi. Deuxième défi, c'est celui de la place dans la société, en particulier les relations avec la société civile, avec les autorités civiles. Jusqu'à la Révolution française, quelques 40 églises territoriales, luthériennes et réformées, se trouvaient sous l'autorité des seigneurs et des villes libres de la région. Les articles organiques de 1802 les ont regroupés en lien avec un seul pouvoir politique. Les 2 églises protestantes créées ont alors fait partie des cultes reconnus dont il a déjà été question, en raison partenaires privilégiés de la vie publique, en raison de leur utilité sociale et sur la base d'un certain nombre de critères objectifs. Ce régime, toujours en place en Alsace-Moselle, je n'y reviens pas, implique, à côté du traitement des ministres, des logements mis à leur disposition et, cela a été dit, un enseignement religieux dans l'école. Je pense qu'il n'est pas contraire à la laïcité dans la mesure où il n'y a pas d'église d'État et où l'État comme tel n'est pas religieux et où les églises ne cherchent pas à exercer un pouvoir quelconque dans le gouvernement et l'État et qu'elles sont libres de vivre dans leur témoignage et leur rôle religieux. Mais on se heurte aujourd'hui, y compris en Alsace, au laïcisme, notamment de certains fonctionnaires qui voudraient restreindre le religieux à la sphère privée, en lui déniant le droit d'être présent dans les écoles et autres espaces publics, et en s'opposant à tout lien des églises par les pouvoirs publics. Ce soutien existe pourtant et est pratiqué sous d'autres formes, même à l'intérieur, comme nous disons, même après la séparation de 1905, sans oublier ce qui se passe ailleurs en Europe.
Mais pour ce qui est des églises protestantes, elles doivent résister, me semble-t-il, à tous ceux qui, dans les mentalités, les comportements de leurs ministres, pourrait être une sorte de fonctionnalisation comprise au sens péjoratif, évidemment, du terme de fonctionnaire. Troisième et dernier défi, je terminerai par là, au-delà de la question de la laïcité, les églises protestantes, comme toutes les églises et religions d'ailleurs, sont confrontées à la sécularisation, c'est-à-dire au détachement de vastes couches de la société européenne par rapport au christianisme, voire par rapport à toute religion. Plus tardivement qu'ailleurs, ce mouvement touche depuis quelque temps puissamment l'Alsace. La faible participation au culte, d'autres symptômes montrent à l'évidence l'impact de ce mouvement. Certes, des valeurs de la société actuelle et de la postmodernité sont compatibles avec la tradition protestante, voire s'en inspirent. L'insistance sur l'individu, sur les libertés, la pratique de la pluralité religieuse, l'ouverture aux évolutions culturelles et éthiques. Mais il y a aussi les faiblesses du protestantisme, un individualisme parfois exacerbé, un moralisme latent, une religiosité peu visible, pauvre en rites, souvent plus accessible à des élites intellectuelles ou sociales qu'à d'autres couches de la société. Face à une société fortement sécularisée, mais non dépourvue d'attentes religieuses, voire réceptive à de nouvelles pratiques religieuses, les églises et les croyants protestants savent que sans prosélytisme agressif, il leur faut témoigner clairement de leur foi, évangéliser par la parole et par les actes, par un vécu convaincant, par des cultes plus adaptés à la culture de notre temps et prêter attention aux problèmes sociaux. Ils savent aussi qu'il leur faut attester avec d'autres chrétiens, voire avec d'autres religions, c'est au-delà de l'humain qu'ils appellent Dieu. Dès lors, la voie de l'écuménisme et du dialogue interreligieux ne sont plus des options, mais une nécessité incontournable. Je vous remercie. Merci beaucoup.